Bonjour Monsieur Cousin. Bonjour. Bienvenue à Nantes et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. 50 ans après mai 68, quel bilan dressez-vous des luttes radicales en France jusqu'à aujourd'hui? Alors, comme en toute chose, toute question qui est posée a sa réponse dans les méandres de la falsification historique que la dictature du spectacle marchand nous impose. Donc, il y a toutes les vérités officielles et il y a toutes les vérités réelles. Les vérités officielles, c'est que toute cette radicalité de mai 68 qui s'est développée non pas simplement en France, mais dans la totalité de l'Europe, a été totalement occultée, totalement défigurée, totalement mystifiée. C'est-à-dire qu'on a vu là, au cours des derniers mois, les commémorations officielles du mensonge totalitaire de la démocratie de la marchandise, nous parler des étudiants, éventuellement nous parler des ouvriers, mais pour nous parler des flics syndicalistes de l'époque qui cadenassaient le mouvement, mais on nous a totalement dissimulé la réalité radicale, et là nous sommes à Nantes, en particulier de la réalité insurrectionnelle, réfractaire, de cette solidarité ouvrière et paysanne qui, des chantiers de Saint-Nazaire à l'usine de Sud-Aviation de Bougnay, ont totalement enflammé la région d'ailleurs, jusqu'au moment où le préfet de région a imaginé pouvoir faire tirer sur une foule totalement incontrôlable. Donc on a eu toute une radicalité qui est aux antipodes du mai 68, du carnaval estudiantin. Il s'agissait d'imposer une radicalité pour que le désir ne devienne pas marchandise, pour que la marchandise ne devienne pas désir, et sur la défaite de 68, le spectacle du gauchisme de la marchandise nous a imposé l'envers. Donc, il y a plein de radicalités que les gens ne connaissent pas. Il faut creuser, il faut analyser, il faut faire ressurgir ce mouvement-là qui est complètement ignoré et qui vient jusqu'à aujourd'hui, parce que non seulement il y a mai, juin 68, mais ça a duré pendant des années et des années d'insubordination, de grève incontrôlable, de séquestration, de remise en cause de la dictature syndicale. Donc il y a toute une histoire occultée qui est notre histoire et il faut la restaurer pour qu'effectivement les gens sachent d'où ils viennent. Du point de vue de la lutte radicale contre la marchandisation des rapports humains, mai 68 fut-il un échec? Alors mai 68 n'est pas un échec puisqu'on a eu la plus grande grève sauvage radicale, 10 millions de grévistes en France, mais en Italie, de l'autre côté du mur de Berlin de l'époque, puisque la Pologne, il y a eu... C'est pas... Alors, les médias nous ont parlé d'un truc estudiantin, c'est faux. C'est une dynamique ouvrière, et c'est surtout pas une dynamique ouvrière nationale, locale, étroite. C'est la crise du capital, c'est la fin de la période de reconstruction, c'est la fin des 30 Glorieuses, c'est l'émergence de la NPE avec Jacques Chirac, c'est toute une déliquescence sociale, c'est le retour de la crise. Et le retour de la crise avec une masse ouvrière radicale qui ne veut plus être de la masse et qui est au-delà de la revendication. Ce qui est fantastique, c'est que quand il y a eu la reprise, il y a eu la reprise parce que les accords de Grenelle avaient soi-disant permis d'aboutir à certaines revendications. Mais les gens ne voulaient pas reprendre le boulot. Les gens s'en foutaient de ce qu'on avait obtenu avec les revendications. Parce que les gens, d'une manière confuse, plus ou moins consciente, envisageaient non pas de bouffer mieux, non pas d'être un esclave mieux loti, mais ils envisageaient un autre monde. Donc cette radicalité-là, elle a persisté, puisqu'il y a aujourd'hui des groupes qui maintiennent cette trajectoire-là, et ça va revenir. Mais le mai 68 du capital, la rénovation capitaliste des mœurs, qui aboutit au sexe-machine, à la PMA, à la GPA, tout ça, ça ne naît pas de mai 68, ça naît de l'échec de mai 68. Parce que les 10 millions de grévistes, ils étaient ni pro-immigrés, ni féministes, ni... on va tous ensemble mieux gérer la merde marchande pour qu'il y ait moins de discrimination et on va tous consommer davantage d'une manière plus équilibrée. Ce n'était pas du tout leur combat. Donc le deuxième mai 68 qu'on nous écrit en permanence, qui est le mai 68 de l'imposture, il est né de la défaite, parce que s'il n'y avait pas eu la défaite, cette écriture-là n'aurait pas eu lieu. Alors, plus globalement, peut-on attendre quelque chose de positif du point de vue des luttes radicales qui émaneraient d'intellectuels universitaires ou présentés comme tels ? Aucune radicalité ne peut venir de l'université, puisque l'université est par essence le lieu de la division aliénatoire du travail. Quelqu'un qui est à la fac est un flic du capital, c'est un futur cadre. C'est pour ça que quand on parle du mouvement étudiant de 68, ça ne veut rien dire. Il n'y avait aucune réalité d'intersection
entre les futurs cadres du capital, les chefs gauchistes qui sont devenus aujourd'hui les VRP de commerce de la marchandise, et les prolétaires paysans et ouvriers qui étaient à la fac. Les prolétaires ouvriers et paysans qui étaient à la fac pour devenir du bétail salarial bien dressé, et les autres pour devenir les médecins, les fonctionnaires, les flics, les majordomes du capital. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la lutte radicale est venue des usines et toute l'imposture médiatique et aliénatoire est venue de la fac. La fac, c'est le lieu de reproduction du faux savoir. C'est le lieu de reproduction de la tyrannie despotique du capital. Qu'est-ce qu'un étudiant? Un étudiant, alors pour reprendre la radicalité de l'époque, c'est une crevure du capital. Un étudiant, c'est un flic mental du capital. Donc, et je le dis d'autant plus que tous les vrais savoirs se sont construits hors la fac. La fac est un instrument de docilité, de domestication qui nous enseigne les faux savoirs de la médecine officielle, les faux savoirs de l'histoire officielle, les faux savoirs du crétinisme juridique, les faux savoirs du crétinisme comptable, les faux savoirs du crétinisme médical. À bas l'université, vive l'insurrection effectivement de la radicalité profonde, et la radicalité ouvrière sera une radicalité qui ne se fera jamais piéger par les impostures des faux savoirs de la fac. Alors, on parlait de Nantes, et notamment mai 68 avec les insurrections. Nantes s'est fait connaître aussi un peu plus récemment avec un autre type d'insurrection, en l'occurrence le mouvement zadiste, justement aux antipodes de la fac. Pensez-vous que les mouvements justement de type zadiste, qui affirment lutter pour un autre monde avec une économie alternative, puissent être considérés comme les héritiers de mai 68? Est-ce que la classe capitaliste doit craindre ce type d'initiative? Surtout pas. Elle adore ces mouvements-là, qui sont des mouvements réformistes musclés, réformistes violents, mais pas révolutionnaires. La violence de la ZAD est contre-révolutionnaire, elle est réformiste. Elle veut une nouvelle économie, elle veut des nouveaux échanges, elle veut une nouvelle production aliénatoire. C'est le point ultime de la marchandise. La ZAD est un bastion avancé de la modernité marchande. C'est pas la remise en cause du capitalisme, c'est le capitalisme extrême de la radicalité qui découle justement de toutes les impostures du mai 68 aliénatoire. Il y a deux mai 68, on le verra tout à l'heure dans la conférence. Il y a le mai radical de l'insubordination contre l'argent et contre l'État, et il y a le mai 68 de la révolution capitaliste des mœurs. La ZAD, c'est une enclave bobo-pouilleuse avec des mecs qui veulent effectivement restaurer, réaménager la merde du capital. Ces gens-là ne remettent absolument pas en cause le système, ils veulent effectivement un enclos différentiel dans la merde du système. Alors pour rester sur les mouvements de contestation contre les actions du gouvernement Édouard Philippe et Emmanuel Macron se sont multipliés en France. Quel regard leur portez-vous et y voyez-vous une quelconque remise en question de la société marchande? Alors, en profondeur, oui, en surface, non. Quand le mouvement radical va renaître, il va renaître aux antipodes de cette réalité-là. Grève des cheminots, grève à Carrefour, grève dans les EHPAD, grève dans les hôpitaux, les syndicats ont programmé le sabotage préalable de toutes ces luttes. Grève de la SNCF, vous faites une petite grévette bien sage pendant 2 jours. 3 jours, vous reprenez le boulot. Pendant 2 jours, vous recommencez. On a épuisé la contestation, on a épuisé le mal-être, on a épuisé effectivement la protestation pour l'étouffer. Les syndicats ont été les parfaits flics du capital. Depuis effectivement 3 mois, ils épuisent, ils isolent, ils asphyxient et ils dénoyauttent la lutte. Donc il va y avoir un réveil des luttes radicales, mais ça ne se passera pas à partir de là par une extension de ces luttes qui sont en plus des luttes de conservation du système. Les gens veulent défendre leurs acquis, ils veulent défendre le service public du capital, ils veulent défendre les retraites que leur concède le capital. On verra tout à l'heure que mai 68, c'est le contraire. Mai 68, c'est une radicalité de l'anti-revendication. On ne revendique pas de vivre mieux notre dépossession dans l'aliénation. On ne revendique rien, on exige un autre monde. Et là, on est à la fin d'un cycle où on a enfermé les gens dans un réformisme de soumission, de domestication qui reproduit le système. La vraie colère, le vrai surgissement va, dans les mois et les années qui viennent, naître aux antipodes de la gauche du capital, des gauchistes du capital et de toutes les confréries syndicales et politiques qui veulent réformer la merde du capital. Que pensez-vous de l'opposition obligatoirement maintenue entre extrême gauche et extrême droite du capital?
Alors, la radicalité, elle est contre la gauche du capital, elle est contre la droite du capital, elle est contre l'extrême droite du capital, elle est contre l'extrême gauche du capital, parce que la géographie politique de l'extrême gauche à l'extrême droite veut maintenir le salariat, l'économie, la politique, l'État, la discipline. Les 10 millions de grévistes ont dit merde à tout l'éventail politique de l'extrême gauche à l'extrême droite et de l'extrême droite à l'extrême gauche. Ce qu'il y a de décisif, c'est que à ce moment-là, la grève sauvage, c'est 10 millions d'insubordonnés qui disent merde à tout le monde. Parce que l'insurrection de notre communauté générique, notre émotion radicale, elle se fera contre tous les raquettes politiques, non pas pour réformer l'asservissement à l'économie et à la politique, mais pour l'abolir. C'est toute la radicalité de ce projet d'émancipation qui nous fera enfin nous débarrasser de l'argent. L'argent qui, je le rappelle, n'est pas un outil à maîtriser, mais une ignominie à abolir. Alors un sujet, somme toute, un petit peu plus léger, la Coupe du monde de football a débuté. On a présenté la notion du pain et des jeux comme moyen de contrôle social des masses, mais les masses ne sont-elles pas tout simplement demandeuses de cet opium symbolique? Quand les masses ne jouissent pas, elles ont besoin d'opium symbolique. Tu préfères taper dans un ballon ou jouir avec la femme d'amour avec qui tu vis. Une expérience érotique radicale, le ballon, il est nul. C'est précisément parce que les hommes sont dépossédés de leur réalité sociale qu'ils ont besoin du ballon, de la natation, de l'alpinisme, etc. Le sport est une aliénation par essence. Dans la communauté émancipée, nous aurons des activités physiques. Notre corps s'émancipera, notre corps jouira, il marchera, il respirera dans la nature, mais il n'y aura plus d'équipe et d'embrigadement par équipe pour des jeux concurrentiels et névrotiques où les hommes vont effectivement recueillir leur impuissance pour aller effectivement la compenser et lui faire des transhumances aliénatoires dans le jeu sportif. Activité physique d'émancipation, oui. Aliénation sportive dans la domestication concurrentielle, non. À bas le sport. Dans un monde où tout est fait pour opposer les uns aux autres, quelle vertu attribuez-vous au dialogue et pourquoi doit-on soutenir cette démarche? Le dialogue ? Parce que le dialogue est quelque chose d'essentiel. On réexpliquera tout à l'heure dans la conférence ce que voulait dire « il est interdit d'interdire ». Il est interdit d'interdire, ça n'avait rien à voir avec les conneries de la réclamation publicitaire, du sexe machine ou des conneries contemporaines des galeries marchandes. Il est interdit d'interdire, c'était effectivement dans le prolongement de Rosa Luxembourg, l'interdiction de toute censure, l'interdiction de neutraliser tout débat. Et donc, interdiction de neutraliser tout débat, interdiction de la censure, c'est vive le dialogue infini de la rencontre. Je suis avec vous, je suis aux antipodes de vos positions sur certains sujets. Mais c'est une richesse que nous nous rencontrions. À bas les schizophrénies où on ne parle qu'avec les gens avec qui on est d'accord. Donc le dialogue est ce qui nous fait grandir, le dialogue est ce qui nous enrichit, et c'est parce qu'on est dans le dialogue qu'on devient intelligent, et c'est parce qu'on est dans les censures qu'on est débile. Merci beaucoup, Monsieur Cousin. Merci.